Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de ma lecture alternative sur The Shape of Water. Troisième partie donc consacrée au rapport sexuel entre la créature et Eliza. J'expliquais donc que pour moi la relation entre Eliza et la créature allait trop vite et passait trop rapidement à l'acte sexuel. Le problème que pose cette rapidité, c'est que la situation est quand même particulière. La créature elle est dans une position de dépendance existentielle vis-à-vis d'Eliza. C'est pas du tout un truc qu'on peut prendre à la légère. Elle s'est fait électrocuter, elle s'est fait tabasser, elle allait être exécutée dans le laboratoire et Eliza l'a sauvée. C'est pas anodin, on propose pas un rapport sexuel à quelqu'un qui est dans une telle position de dépendance vis-à-vis de soi. Alors bien sûr on peut dire oui mais bon c'est un amphibien, c'est un film fantastique, patati patata. Bah oui mais le film nous demande de considérer la créature comme un être pensant, évolué, au point qu'Eliza va faire l'amour avec et que ça n'est pas de la zoophilie. Donc je regrette, il y a plein de choses qui viennent avec ça, et il y a le fait qu'elle peut abuser de la créature sexuellement. Et donc pour moi, le fait que la créature soit donc en danger de mort constant, c'est quelque chose qui me gêne. Et ça me gêne d'autant plus que le rapport sexuel arrive si rapidement, de manière si crue, si imposée. Eliza, elle rentre dans la salle de bain et elle se met toute nue. C'est quelque chose d'imposé, elle prend l'initiative, ça n'est pas un commun accord, c'est un peu bizarre. Et à côté de ça, ce qui ajoute à l'aspect glauque, c'est qu'on sait depuis le début du film qu'Eliza, elle est en train de péter les plombs parce qu'elle veut être fécondée. Et qu'en plus, elle est de la race de l'amphibien finalement. Je trouve que ça fait beaucoup d'éléments qui font que l'histoire ne ressemble pas trop à une love story. Je pense que vous avez un peu deviné là où je veux en venir, c'est qu'en fait, Eliza, elle rencontre la créature dans le laboratoire, elle est contente, et quand elle lui apporte un œuf, c'est pas pour lui donner un petit encas. C'est un contrat, c'est un acte langagier entre amphibiens. Elle n'a pas besoin du langage des signes, elle n'a pas besoin de l'anglais, puisqu'elle est elle-même un amphibien, ils parlent à leur manière, et elle lui amène des œufs pour dire « je veux que tu me fécondes ». Normalement, il aurait dû la féconder dans le laboratoire, mais comme il doit être exécuté, elle se retrouve à devoir le sauver, et elle l'emmène dans son appartement. Et là, elle le séquestre. Elle le séquestre jusqu'à ce qu'il accepte de coucher avec elle, de la féconder. Alors que lui, il doit la trouver bien moche, parce que quand même, elle a pas de palme, elle a pas d'écailles, elle est pas verte. Elle est loin d'être dans la page centrale du magazine de cul des amphibiens, quoi. Et à ce niveau, on peut souligner deux failles de l'intrigue qui n'en sont pas. C'est que le scientifique dit à Eliza de libérer la créature le plus tôt possible et de lui donner de la viande crue à manger. Eliza, elle le sait puisqu'elle est elle-même une amphibienne et qu'elle mange des œufs sans arrêt pour les protéines, j'imagine. Elle ne donne rien à la créature qui finit par bouffer un chat. Elle aurait aussi bien pu bouffer Gilles, parce qu'en plus, après, elle se sent mal vis-à-vis de ce qu'elle a fait. C'était genre, elle avait un tel manque en protéines qu'elle s'est jetée sur le premier truc qui passait. Ça aurait pu être Gilles. Encore une fois, ça, Eliza, elle s'en contrefout. Aussi, le fait qu'Eliza choisisse la date de libération de la créature donne le sentiment qu'elle garde ses intérêts en tête. Et d'ailleurs, c'est peut-être même vrai. Peut-être que si elle choisit cette date, c'est pour se dire, si le 10 octobre, il n'est pas parvenu à me féconder, bah je le relâche. Et donc, elle pense aux intérêts de la créature, mais simplement, si elle ne pensait qu'aux intérêts de la créature, elle la libérerait immédiatement. Je disais il y a 10 secondes que lorsqu'Eliza amène des œufs à la créature au laboratoire, c'est un acte langagier. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Quand elle fait bouillir ses œufs pendant 2-3 minutes, c'est pas uniquement pour les manger, principalement, elle les prépare à la fécondation en fait. Un détail que je trouve titanesque dans cette histoire et que bon, je pourrais pas le prouver et je suis impuissant face à la débilité de cette idée, mais tant pis. Lorsqu'elle ramasse les doigts de Strickland et qu'elle les met dans son sac, et qu'après Strickland se plaint qu'il y avait de la moutarde au bout de ses doigts, c'est pas de la moutarde, c'est du jaune d'œuf. Et si les doigts ont trempé dans le jaune d'œuf, c'est parce qu'en fait Eliza essayait de féconder ses œufs avec ce qu'elle pensait être l'organe reproducteur de Strickland. Ou alors, simplement elle voulait mélanger le sang au jaune d'œuf. Bref, du début à la fin du film, Eliza essaye de se reproduire. Elle essaye avec les œufs, elle essaye avec Strickland. Ensuite, elle essaye avec son utérus parce que de la même manière qu'elle peut respirer par ses poumons ou ses branchies, elle peut se reproduire avec des œufs ou un utérus. Lorsqu'elle remplit la salle de bain d'eau,
et qu'on croit que c'est un magnifique moment romantique d'ouverture d'esprit, d'ouverture à l'autre, de tentative de se rendre compatible avec la différence, en fait, elle essaye platement de favoriser la reproduction. Les amphibiens ont besoin d'eau. Plus il y a d'eau, plus ils ont de chances que la fécondation fonctionne. Pour en revenir avec l'histoire de viande crue, je pense qu'ici on flirte avec le déni, le refoulement dans l'inconscient. Eliza, elle se croit éperdument amoureuse de la créature, et en même temps, peut-être qu'elle sent que la créature veut pas se reproduire avec elle, parce que leurs ébats échouent depuis le début. Elle lui amène des œufs, il se passe rien. Elle lui amène d'autres œufs, il se passe toujours rien. Elle lui donne même le choix entre tous les œufs à un moment donné. Et ça n'arrive pas. Et je pense qu'Eliza, elle doit sentir que la créature veut pas se reproduire avec elle. Donc tout en se disant je suis folle amoureuse de toi, je ferai tout pour toi, patati patata, elle le met dans une position de sentir qu'il dépend d'elle totalement. Et qu'en plus, comme elle fait pas ce qu'il faut, si elle doit le séquestrer trop longtemps, il va finir par mourir. Cette restriction en protéines, c'est un peu un ultimatum. C'est pour lui faire sentir qu'il doit se dépêcher de la féconder, sans quoi l'histoire va finir très mal pour lui. Sans parler du fait que la créature, elle sait pas qu'Eliza a l'intention de la libérer. Si ça avait été le scientifique russe ou la créature elle-même qui avait amené l'élément qui oblige la créature à rester chez Eliza pendant une dizaine de jours ou 2 semaines, je sais même pas, tout aurait été différent et l'histoire d'amour aurait été possible. La créature est obligée de rester chez sa sauveuse, et pendant le court temps qu'ils passent ensemble, des sentiments se développent de manière inattendue. Sauf que là, non, c'est pas du tout ça. La créature, elle pourrait être remise à la mer immédiatement. Le scientifique dit qu'il faut la libérer le plus tôt possible. Mais Eliza la garde pour une raison X ou Y qu'on ne connaît pas. Et on ne la voit même pas mettre la créature au courant du fait qu'elle a l'intention de la libérer sous peu. Il n'y a pas beaucoup d'éléments dans The Shape of Water qui permettent de se dire que la créature a des sentiments pour Eliza. Parce que la créature est toujours en danger. La créature ne peut jamais se sentir en sécurité et n'a donc jamais l'espace de dire à Eliza « Écoute, t'es moche, barre-toi ». Si elle devait lui dire ça, c'est la mort assurée. Forcément, elle va jouer le jeu. N'empêche, elle essaye de s'échapper de chez elle à un moment donné. Et le final où la créature dit à Eliza « Tu viens pas avec moi dans l'océan ?» et que c'est censé lui briser le cœur et ce genre de truc. Bon, je suis désolé, mais l'histoire qui avance, c'est typiquement le genre de truc qui va amener la créature à développer le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire tomber amoureux de son agresseur. You're not gonna rape me, are you? Of course I'm not gonna rape you. I'm gonna make you fall in love with me. Then, we'll see what happens. Oh no, it's already working. Qu'est-ce que je peux dire? C'est juste... Merde, il devrait y avoir des éléments qui permettent de trancher, qui permettent de dire non, ce n'est pas ce qui est en train d'arriver, c'est une vraie histoire d'amour. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En tout cas, j'en ai pas vu. Et donc moi, ce que je vois dans le film, c'est une personne qui profite de sa position de pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles d'une autre qui est dans une situation où elle n'a pas le choix. Je pense que je suis arrivé au bout de mon argument. J'avais intitulé cette série de vidéos « Eliza est purement égoïste ». Je pense que j'ai à peu près fait le tour de cette question. J'ai oublié de caser le moment où Eliza regarde les informations et où on voit des noirs qui manifestent pour la fin de la ségrégation. Ce passage qui donne l'impression qu'Eliza a une conscience politique, qu'elle est sensible au combat des minorités. Je sais pas trop comment comment le dire de manière détournée, indirecte et convaincante, donc je vais juste le dire platement. Hein. Elle regarde ça parce que ça l'excite. Elle est excitée par l'eau, les jets d'eau font la une, elle regarde les infos. Donc voilà, cette série de vidéos est terminée, youpi! J'espère que vous avez aimé, que vous avez trouvé ça intéressant. N'oubliez pas d'appuyer sur j'aime si vous avez trouvé ça intéressant. N'oubliez pas d'appuyer sur j'aime pas si vous n'avez pas trouvé ça intéressant. Et voilà.